J'avais 22 ans et j'assistais à une fête d'Halloween chez mon ancien meilleur ami, Nick, décédé d'une overdose d'héroïne en 2013. Avant sa mort, il organisait chaque année de grandes fêtes d'Halloween chez lui, car ses parents s'envolaient systématiquement pour New York pour assister à la fête de leurs propres amis. C'était un grand fan d'Halloween et toute la maison était remplie d'accessoires vraiment terrifiants, dont nous savions tous que Nick avait dépensé une fortune. Il avait même érigé d'immenses murs en carton recouverts de papier peint pour créer une sorte de labyrinthe hanté. Je vais garder cette histoire tout public, je passerai donc sur l'herbe, la bière, le LSD et le sexe pour en venir directement au moment où les choses ont mal tourné. J'avoue que nous n'étions pas dans notre état normal. Aucun de nous ne l'était. Tous ceux qui venaient aux fêtes de Nick savaient ce qui s'y passait. Moi, Nick et quelques autres gars, Vinny G, Joey et Q, étions à l'étage dans la chambre de Nick en train de fumer un bang quand nous avons entendu 2 coups sourds et forts provenant du rez-de-chaussée. Nick, maladroitement mais avec une panique palpable, s'est précipité pour ouvrir la porte et voir ce qui se passait. Il y avait des cris, des hommes et des femmes. Je me souviens très clairement, on aurait dit une foule de gens qui hurlaient pour leur vie en bas. Nous avons tous crié à Nick de rentrer et de fermer la porte. Même sous l'influence des drogues, nous savions tous ce qui se passait. Nick est rentré en courant et a fermé la porte rapidement, mais aussi silencieusement, la verrouillant derrière lui. Il s'est tourné vers nous avec l'expression de quelqu'un qui venait d'assister à un meurtre. « Qu'as-tu vu ? Qu'est-ce qui se passe ?» lui avons-nous tous crié. Il nous a dit de nous cacher avant toute chose. Nous savions tous pourquoi. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus posé de questions. Nick a éteint les lumières et s'est caché dans le placard avec Joey, tandis que je me suis caché sous le lit avec Q et Vinny G s'est dissimulé dans la malle de rangement. Nous avons entendu la musique assourdissante du rez-de-chaussée s'éteindre, suivie par un homme adulte hurlant à tout le monde de se taire. Une malheureuse jeune fille a poussé un cri de stupeur et de peur, et après un autre coup, le silence. L'homme a recommencé à crier sur tout le monde, mais personnellement, je ne l'entendais pas très bien, et je ne me souviendrai certainement pas exactement de ce qu'il criait. Nous avons entendu 2 autres hommes crier à ce moment-là. Il y avait 3 intrus confirmés dans la maison, mais il aurait pu y en avoir plus pour tout ce que nous en savions à ce stade. Nous avons entendu le bruit de bottes martelant les escaliers, puis s'avançant à mi-chemin dans le couloir et s'arrêtant devant la porte de la chambre. L'intrus de l'autre côté de la porte a essayé la poignée, mais lorsqu'il a réalisé qu'elle était verrouillée, il a commencé à enfoncer la porte, très probablement avec son épaule. Après quelques tentatives infructueuses, le son de quelques coups de feu sur la poignée a été clairement suffisant pour casser la serrure, permettant à la porte de s'ouvrir en grand. Nous avons entendu des cris venant du rez-de-chaussée après les coups de feu sur la poignée, suivis par le silence et un coup de pistolet. Nick et moi avions nos mains sur la bouche pour masquer le bruit de notre respiration. J'ai regardé à travers le tissu transparent qui pendait du bas du lit de Nick, tandis que les bottes noires, avec un jean en denim déchiré et superposé, se dirigeaient instinctivement vers le placard. Il a ouvert la porte. J'ai entendu Nick supplier l'intrus de ne pas le tuer, offrant une somme d'argent généreuse s'il partait. Nick s'est désigné comme le propriétaire de la maison. C'est alors que l'intrus lui a ordonné de descendre. Le reste d'entre nous est resté immobile. Apparemment, Joey n'avait pas été pris avec Nick. Nous sommes restés sous le lit, tremblants de peur. Il y avait un silence presque total en bas, à part Nick qui parlait avec les intrus. Mais ce qu'il disait était beaucoup trop bas pour que nous puissions l'entendre. Cela a duré près de 20 minutes avant que la porte d'entrée ne claque et que Nick ne revienne en courant à l'étage pour nous dire qu'ils étaient partis. Je crois que le moment le plus terrifiant de ma vie a été lorsque je suis descendu, de retour dans le salon, et que j'ai vu les 2 corps inanimés gisant sur le sol, des trous dans la tête d'où jaillissait du sang. Jen et Robbie, 2 bons amis qui me manquent toujours. Je vous épargnerai les détails de ce qui s'est passé à l'arrivée de la police, mais malgré le fait que la maison sentait le cannabis, la police était plus intéressée à découvrir qui étaient les hommes masqués qui avaient tué 2 étudiants innocents. Ah oui, Nick nous a dit, à nous 4 qui étions cachés dans sa chambre, qu'il y avait en tout 4 intrus, tous vêtus de fedora, de masques de vendetta, de manteaux et de gants.
ils ont exigé 100 000 $ en liquide et quand Nick n'a pas pu fournir cette somme, ils lui ont demandé de remplir leur sac vide avec ses biens les plus précieux. Tous les fêtards retenus en otage dans la pièce ont également été forcés de jeter leur portefeuille dans le sac où ils seraient abattus. Après l'incident, Nick est devenu dépressif. Il a commencé à boire excessivement, devenant alcoolique. Il a cessé d'aller à l'école et a finalement abandonné ses études. Il a commencé à consommer des drogues plus dures comme la méthamphétamine et l'héroïne. J'ai eu une bonne conversation avec lui depuis l'incident et il était plus authentique que jamais pendant cet échange. Il m'a dit, les larmes coulant sur ses joues et une pipe à la main, qu'il vivait dans une douleur constante, sachant qu'il avait causé la mort de 2 de ses meilleurs amis. Nick est mort d'une overdose d'héroïne en juillet 2013, moins d'1 an après l'incident. C'était mon premier Halloween dans ma propre maison, loin de mes parents. J'habite une petite maison d'angle avec un sous-sol mais pas d'étage, une maison que mes parents ont payée pour moitié. Il était 23 heures. J'étais assis dans le salon à regarder des films d'horreur d'Halloween quand je me suis levé pour répondre à la porte, mais je me suis arrêté en pensant « Qui pourrait frapper à la porte à 23 heures ?» Sûrement, il n'y avait plus de jeunes en quête de bonbons. J'avais le sentiment que c'était des farceurs d'Halloween, alors j'ai attendu une seconde. Puis j'ai jeté un coup d'œil sur le porche à travers la fenêtre. Ils étaient déjà partis. Oui, des farceurs de la sonnette. Je me suis rassis, sans y penser à 2 fois, et à nouveau on a frappé à la porte d'entrée. « Allez, filez !» ai-je crié. Je n'étais pas d'humeur pour des gamins insolents. Ils ont ignoré mes ordres et ont commencé à marteler, pas seulement frapper. J'étais en colère maintenant. J'ai bondi et j'ai ouvert la porte en grand. Il n'y avait personne. Encore une fois, j'ai enfilé mes chaussures et je suis sorti pour chercher les enfants dans les buissons. Mais personne n'était en vue, ni dans les buissons, ni derrière ma voiture, ni de l'autre côté de la rue. J'en avais marre de répondre, je ne voulais plus les encourager. Alors je suis rentré, j'ai double verrouillé la porte et je suis allé dans ma chambre, verrouillant également cette porte juste pour me sentir plus en sécurité, je suppose. Même par-dessus la télévision, j'entendais toujours les stupides gamins marteler ma porte d'entrée à plusieurs reprises. J'étais sur le point d'appeler la police pour qu'ils dégagent, mais cela aurait sans aucun doute conduit ma maison à être taguée ou recouverte de papier toilette. Les coups ont continué pendant un temps inconfortablement long, plus d'une demi-heure. Je pensais que ces gamins devaient filmer quelque chose pour YouTube et qu'ils cherchaient désespérément une réaction, mais je n'allais pas leur donner. À un moment donné, je me suis assoupi avec la télévision allumée pour me réveiller à nouveau au son des coups. J'ai regardé l'horloge. Il était 2 heures du matin. Comment ces gamins pouvaient-ils encore être là, ai-je pensé. J'ai éteint la télévision et me suis assis, les oreilles aux aguets pendant quelques instants. Mon cœur s'est complètement arrêté quand j'ai réalisé que les coups ne venaient pas de ma porte d'entrée, mais plutôt de la porte de ma chambre. J'ai bondi hors du lit, cherchant dans ma chambre comme un fou quelque chose à utiliser comme arme. Ils savaient que j'étais réveillé maintenant. Ils essayaient la poignée de porte, tentant d'enfoncer la porte. Ce n'étaient pas des gamins. Par miracle, j'ai eu une idée. C'était un coup de poker, mais c'était tout ce à quoi je pouvais penser. J'ai allumé l'amplificateur de mon système de haut-parleurs, branché mon iPhone, ouvert l'application YouTube, tapé « Effet sonore coup de feu 45 », augmenté le volume et appuyé sur « Lecture ». Le son d'un coup de feu a résonné dans les haut-parleurs. Cela semblait assez réel. J'ai mis la vidéo en pause après le premier coup et j'ai crié « C'était un coup de semonce, partez maintenant ou je n'hésiterai pas à vous tirer une balle dans la tête !» Et ça a marché. J'ai entendu 2 paires de pas marteler mes parquets et sortir par la porte d'entrée. J'ai attendu un instant avant d'ouvrir la porte de ma chambre et de jeter un coup d'œil dehors. Ils étaient partis, mais la porte d'entrée était restée grande ouverte. Je l'ai rapidement refermée, j'ai appelé la police et c'est là que mon histoire s'est terminée. En fait, je n'ai jamais été un grand fan d'Halloween, principalement parce que j'ai grandi sans beaucoup d'amis. Et une fois que j'ai eu plus de 10 ans, je ne pouvais plus utiliser l'excuse d'y aller avec ma mère. Et ce n'est pas comme si j'avais des amis avec qui aller. Donc, pour cet Halloween dernier, j'avais 14 ans. J'ai une petite sœur qui n'a que 8 ans, alors ma mère est allée chercher des bonbons avec elle.
Mon seul très bon ami, Steve, avait déjà des projets et je ne voulais pas m'imposer, donc il ne semblait pas que j'allais faire la tournée des bonbons cette année. Une petite partie de moi a explosé de bonheur intérieurement quand ma mère m'a demandé de rester à la maison pour distribuer les bonbons. Maintenant, j'avais l'impression d'avoir une tâche à accomplir qui ne m'obligeait pas à faire la tournée des bonbons seule comme un ringard. Ma mère est partie avec ma sœur vers 18h, environ 1 heure après être rentrée du travail. Elle m'a dit de l'attendre vers 21h. Alors, je me détendais sur le canapé dans le salon, regardant le marathon de films d'horreur sur AMC et répondant occasionnellement à la porte pour donner des bonbons aux petits monstres. Et pendant que je faisais cela, le téléphone de la cuisine a commencé à sonner. Je me souviens que la sonnerie était si forte qu'elle m'a fait sursauter. J'ai décroché le téléphone et l'autre bout est resté silencieux, à l'exception de quelques bruits de manipulation et de fond, des sons que l'on attend quand quelqu'un tient un téléphone. Je crois avoir dit « Allô » environ 5 fois avant que la personne à l'autre bout ne raccroche. Je savais que c'était quelqu'un qui me faisait une farce téléphonique pour Halloween. Que pouvais-je faire d'autre que d'ignorer ? Cela a bien fonctionné pendant les quelques minutes suivantes à regarder la télévision, à répondre au téléphone, jusqu'à ce que le téléphone sonne à nouveau. Le même numéro inconnu s'affichait sur l'identification de l'appelant. Je voulais voir où cela menait, alors j'ai décroché une fois de plus. Cette fois, j'ai pu entendre une respiration très faible à l'autre bout. « D'accord, Steve, je sais que c'est toi », ai-je dit au téléphone. Ils ont raccroché. À ce moment-là, je ne voulais pas dire que j'avais peur, mais j'étais clairement un peu mal à l'aise. Il a fallu beaucoup de temps avant que ce téléphone ne sonne à nouveau. Il se faisait de plus en plus tard, de plus en plus sombre, et la sonnette semblait retentir de moins en moins. Je regardais l'original de Vendredi 13 quand cela s'est reproduit. Le son de cette sonnerie était devenu écœurant, car je savais qui ce serait, ou plutôt, je ne savais pas. Pour une raison quelconque, j'ai cédé à nouveau et décroché, et encore une fois, le silence, à part la faible respiration et les bruits de manipulation du téléphone. Cela a duré près d'une demi-minute, avant qu'il ne parle enfin d'une voix grave et exagérée. « Je viendrai te rendre une petite visite ce soir. » J'en avais assez de cette blague. Je leur ai dit d'aller se faire voir et j'ai raccroché le téléphone, me promettant de ne plus jamais décrocher. Je dirais environ une demi-heure plus tard, de nulle part, toute l'électricité de la maison a été coupée. Les lumières se sont éteintes, la télévision s'est éteinte, obscurité totale. Je me suis levé, maintenant figé par la peur, quand de forts et menaçants coups ont retenti à la porte d'entrée. J'ai complètement paniqué et j'ai commencé à hurler comme une fillette, mais il y avait quelque chose qui venait de l'extérieur, des rires. J'ai reconnu ce rire. J'ai ouvert la porte et là, il était Steven. Je l'ai poussé presque en bas des marches de colère. « Alors c'est toi qui as fait ces appels stupides ?» lui ai-je demandé. Il a hoché la tête en riant. « Tu n'avais pas cette voix au téléphone. Laisse-moi t'entendre refaire cette voix, ai-je dit. »« Quoi ?» Il semblait confus. « Je n'ai rien dit, espèce d'idiot. J'ai juste appelé et fait cette respiration lourde. » J'ai cru qu'il mentait au début, mais mon cœur a fait un bond. Je l'ai fait me suivre jusqu'au boîtier électrique extérieur. Comme je le craignais, il avait été ouvert et tous les fils avaient été coupés. Je pense que nous avons couru plus vite que n'importe quel champion olympique pour rentrer dans la maison. J'ai appelé ma mère, qui nous a dit de rester à l'intérieur et d'attendre la police, qu'elle a ensuite appelée. L'appel a été retracé jusqu'à un téléphone public devant un bar voisin. Je me demande toujours si ce n'était qu'une stupide farce d'Halloween qui a mal tourné, ou si c'était un cambriolage potentiel et Dieu sait quoi d'autre qui attendait d'arriver. Je ne pense pas vouloir jamais le découvrir. Quand j'étais plus jeune, mes amis et moi faisions la tournée des bonbons chaque année. Cette année-là en particulier, alors que nous cherchions des bonbons, nous avons croisé un homme qui se tenait immobile avec un masque, tenant une lanterne. Alors que nous passions devant lui, il a tourné tout son corps et nous a suivis du regard. Nous étions effrayés, mais il y avait beaucoup de monde autour, alors nous nous sommes dirigés vers la maison suivante. Mes amis et moi l'avons revu encore et encore, alors que nous allions de maison en maison et il semblait nous suivre. À la manière typique des histoires d'horreur, nous marchions si lentement que nous ne comprenions pas comment il nous rattrapait. Devant une maison, après ne pas l'avoir vu pendant un moment, nous avons reçu nos bonbons.
En nous retournant pour revenir vers la rue, l'homme masqué se tenait sur la route, nous attendant. Immédiatement, nous avons frappé à nouveau à la porte et en avons parlé au propriétaire de la maison. L'homme masqué a continué à marcher dans la rue et nous ne l'avons plus revu cette nuit-là. Plus tard, un ami adulte de la famille nous a dit qu'il avait vu un homme masqué se cacher derrière un arbre, faisant signe aux petits-enfants, et qu'il n'avait reculé que lorsqu'il avait menacé d'appeler la police. Je faisais la tournée des bonbons avec mon amie Casey. Nous avions toutes les deux 11 ans à l'époque. Nous traversions un petit pont en bois au-dessus d'une petite rivière que beaucoup appellent la rivière Jack Winkle, lorsqu'une Jeep noire s'est arrêtée de l'autre côté du pont, nous barrant le passage. Nous avons fait demi-tour et nous sommes dépêchés de partir. Nous étions le genre d'enfants qui obéissaient aux règles de prudence envers les étrangers. Nous avons entendu les vitres de la Jeep se baisser et un homme avec une voix rauque de fumeur nous a appelés à revenir. Il cria à l'aide, nous demandant des directions. J'ai crié « Désolé » et nous avons continué à nous éloigner en vitesse. La Jeep ne pouvait pas passer ce petit pont, alors elle a reculé et a roulé sur la route de l'autre côté. Nous pensions avoir échappé au conducteur effrayant quand soudain, un SUV est arrivé en trombe au coin de la rue, freinant brusquement devant nous. Encore une fois, le conducteur a baissé les vitres. Maintenant qu'ils étaient juste à côté de nous, nous pouvions voir qu'il y avait aussi 2 passagers dans la voiture. Un vieil homme aux cheveux gris bouclés et à la moustache, sur la banquette arrière, qui avait aussi une voix rauque de fumeur, nous a dit de monter dans la voiture, qu'ils avaient des sacs de bonbons gratuits. La Jeep a fait un demi-tour rapide et nous a collés partout où nous allions. À un moment donné, la Jeep a finalement accéléré, nous a dépassés, s'est arrêtée et les portes arrière et avant, côté passager, se sont ouvertes et les 2 hommes effrayants sont sortis, se jetant sur nous. Nous avons laissé tomber nos sacs de bonbons et avons couru droit vers ma maison, qui était maintenant en vue. Nous avons sonné à la porte désespérément, au moins 20 fois. Les vieux hommes qui nous poursuivaient ne pouvaient pas courir vite et quand ils nous ont vus courir vers ma maison, ils ont fait demi-tour. Ma mère a ouvert la porte et nous avons crié en désignant la Jeep qui reculait dans l'autre direction. Elle nous a poussés à l'intérieur, a verrouillé la porte et a appelé la police, comme toute mère l'aurait fait. Elle a signalé la Jeep noire avec 3 hommes à l'intérieur, d'apparence âgée, des voix rauques et toutes les autres descriptions que nous avions données. Ma mère a paniqué toute la nuit, inquiète du fait qu'ils savaient maintenant où nous habitions. Mon père a essayé de la calmer, mais elle n'arrivait pas à se rassurer. Finalement, la police a accepté d'envoyer une voiture de police banalisée pour rester devant et monter la garde pendant 3 heures. Cela a un peu rassuré ma mère, mais ce qui nous a tous soulagés, c'est quand mon père nous a réveillés pour voir les lumières rouges et bleues clignotantes à l'extérieur de la voiture de police banalisée. Ils avaient arrêté un SUV, une Jeep noire, et 3 hommes étaient menottés, les 3 vieux types effrayants qui avaient essayé de me kidnapper, moi et Casey. Mon père est sorti pour parler à l'agent et très probablement a confirmé que c'était bien ces hommes. Casey et moi sommes allés à l'entrée et avons crié sur les hommes pour attirer leur attention. Ils ont regardé et nous leur avons toutes les 2 fait un doigt d'honneur. Ma mère nous a alors tirés à l'intérieur et a fermé la porte, nous envoyant au lit. C'est passé de la pire nuit de nos vies à finalement la meilleure nuit de nos vies. Cette histoire s'est déroulée la nuit d'Halloween. J'ai emmené ma fille de 7 ans, Jamie, faire la tournée des bonbons pendant quelques heures et quand nous sommes rentrés, j'ai préparé le dîner. Nous avons regardé la télévision ensemble et puis je l'ai envoyé se coucher. Je me sentais particulièrement fatiguée cette nuit-là, alors je me suis brossé les dents et je me suis couché peu après. Ma fille est entrée dans ma chambre et m'a dit qu'il y avait quelqu'un dans son placard. Je l'ai assurée qu'il n'y avait personne dans son placard, qu'elle devait dormir avec moi, mais je l'ai une fois de plus rassurée sur le fait qu'elle était en sécurité dans sa chambre. Elle est retournée à contre-cœur dans sa chambre et a fermé la porte. J'ai pris note mentalement que si elle revenait, je l'accompagnerais jusqu'à son placard et lui montrerais qu'il n'y avait personne. Effectivement, 5 minutes plus tard, elle est revenue. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait qu'il y avait quelqu'un dans son placard. Elle a répondu qu'elle avait entendu quelqu'un bouger et des choses tomber. Honnêtement, quand elle a dit ça, mon cœur a fait un bond pendant 1 seconde. Je l'ai accompagnée dans sa chambre et j'ai allumé les lumières. J'ai demandé en plaisantant « Il y a quelqu'un là-dedans ?» Nous nous sommes tenus là, à écouter. Je ne m'attendais à rien entendre.
Et là, c'était un bruit sourd venant de l'intérieur du placard. J'ai crié à Jamie de courir chez les voisins et d'appeler la police. Pendant qu'elle le faisait, j'ai ouvert la porte en grand et j'ai été choquée de trouver le fils des voisins, Randy, assis sur la boîte de Lego de ma fille. Je l'ai attrapé par le col de sa chemise et l'ai tiré agressivement. Je l'ai ramené en colère chez ses parents juste à côté et j'ai trouvé Jamie en train de sonner à la porte. Quand ils ont répondu, je l'ai poussé à l'intérieur directement sur son père et j'ai tout expliqué. Je lui ai dit que je ne porterais pas plainte, mais si jamais je le surprenais à nouveau près de ma fille, ils le regretteraient tous. Le père de Randy, Mark, l'a giflé, puis m'a demandé d'entrer pour laisser Randy s'expliquer. Jamie et moi sommes entrés tous les deux. Apparemment, pendant que j'emmenais Jamie chercher les bonbons, il s'était faufilé dans notre maison par une fenêtre ouverte et s'était caché dans son placard avec son ami Darrell. Je lui ai demandé si ce gamin, Darrell, était toujours dans ma maison. Il a dit oui. J'ai dit à Jamie d'attendre avec Mark pendant que je retournais en courant dans ma maison et juste au moment où j'entrais, il était là, ce gamin Darrell, plus laid et plus louche que Randy. Il avait les sous-vêtements de ma fille à la main. Ce que j'ai fait ensuite était purement le fruit d'une colère paternelle et protectrice. J'ai attrapé le petit salaud par la gorge et l'ai jeté au sol, le giflant 4 fois au visage, puis, avec hésitation, lui permettant de se relever et de partir. La seule raison pour laquelle je n'ai pas appelé la police était mon amitié étroite avec Mark, mais j'ai très clairement fait savoir que s'ils osaient ne serait-ce que saluer ma fille à nouveau, ils feraient la une des journaux le lendemain. Nous sommes retournés dormir. J'ai laissé Jamie dormir avec moi après cet incident. Elle était horrifiée. Le lendemain matin, j'ai trouvé un petit trou de perceuse dans la porte de son placard. Les petits salauds malades espionnaient ma fille pendant qu'elle dormait et en même temps jouaient avec ses sous-vêtements. Peut-être ne comprenez-vous pas l'horreur de cette histoire à moins d'être parent, mais il y a beaucoup de jours où je pense que j'ai commis une erreur en ne pas appelant la police. Je peux toujours le faire, mais rien ne s'est passé depuis et je me dis que je ne devrais pas créer plus de problèmes maintenant. Jamie a 13 ans maintenant et ce sale type de Randy est parti à l'université depuis. Nous venions d'emménager dans notre grande nouvelle maison à Mississauga, en Ontario, dans un quartier appelé Winston Churchill. C'était la nuit d'Halloween, et mes parents, mes 4 autres sœurs, mon frère et moi, étions en train de déballer nos affaires dans nos nouvelles chambres. Nous venions de terminer, et nous parlions entre nous de laisser derrière nous nos anciennes écoles et nos amis. Ma mère nous a appelés pour faire des tâches ménagères. J'étais vraiment fatiguée car il était 23h30, bien après l'heure des bonbons, et nous devions faire des corvées maintenant. Cela a semblé prendre une éternité, mais quand j'ai eu fini, j'ai décidé d'aller dans ma chambre et de dormir un peu. J'ai entendu ce qui ressemblait à des pas dans le couloir à l'étage. Pensant que c'était mon frère ou ma sœur, je me suis levée pour leur crier dessus de me déranger pendant que je dormais, mais d'après ce que je pouvais voir, il n'y avait personne. Je me suis précipitée au sous-sol où mes parents, ma sœur et mon frère travaillaient tranquillement. Je leur ai tous demandé s'ils étaient montés et ils ont répondu non. Maintenant, je commençais à être assez effrayée, mais je devais croire que c'était juste mon imagination et j'ai haussé les épaules comme si cela n'était jamais arrivé. Je suis retournée dans mon lit qui était maintenant glacé. J'ai dû mettre un pull, il faisait tout simplement trop froid. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, vers 0h30, après que tout le monde se soit couché. J'ai entendu un bruit de cognement fort qui semblait venir de la chambre de mes parents. J'ai pensé que c'était peut-être mon frère ou ma sœur qui attendait d'aller boire un verre d'eau, mais qui avait trop peur d'y aller seul. J'avais tort. Les coups ont continué, devenant plus forts de minute en minute. Je ne pouvais pas dormir, alors j'ai décidé d'aller voir. Je suis entrée dans le couloir et croyez-moi, il n'y avait personne. Alors que j'entrais, les coups semblaient s'arrêter. J'ai fixé la porte juste un instant avant de décider de retourner me coucher. Après quelques minutes, les coups ont recommencé. J'étais maintenant glacée jusqu'aux os. J'ai essayé de dormir à nouveau, mais je n'y arrivais pas, très typique de moi. La porte de ma chambre s'est ouverte en grinçant comme si quelqu'un la poussait légèrement, mais il faisait trop sombre pour voir qui ou quoi aurait pu le faire. « Hé, qu'est-ce que tu fais? Qui est là? Laisse-moi dormir !» Des pas très légers ont commencé à se rapprocher de mon lit.
J'ai cru que c'était l'une de mes sœurs, jusqu'à ce que je me tourne sur le côté après l'arrêt des pas et que je vois une silhouette se tenant à côté de mon lit, une silhouette d'au moins 2,10 m. J'ai étouffé l'envie de crier. Rien n'est sorti. J'étais là, dans une horreur inimaginable, quand la silhouette a finalement dit « Bouh ». C'est à ce moment-là que j'ai hurlé de toutes mes forces et couvert mes yeux. Quand mes parents ont ouvert la porte de ma chambre en grand et allumé la lumière, il n'y avait aucune silhouette. Il n'y avait aucune silhouette près de mon lit. Je leur ai tout raconté en pleurant, les coups, les figures. Mes frères et sœurs sont venus dans l'embrasure de la porte et m'ont regardé paniqué. J'ai demandé à mes parents s'ils avaient entendu frapper à leur porte. Sûrement qu'ils devaient l'avoir entendu, c'était leur porte après tout, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas eu de coup, du moins pas à leur connaissance. Ils m'ont tous regardé comme si j'étais fou, mais je sais que je ne le suis pas. On ne peut pas simplement imaginer quelque chose comme ça, quelque chose de si réel. Je n'oublierai jamais cette nuit, je sais que non. C'était il y a quelques années, la nuit d'Halloween. Nous avions tous 20 ans, juste à l'âge où aller dans des attractions de maisons hantées est l'une des meilleures choses à faire pour Halloween. L'attraction s'appelait Scare House, le voyage au sous-sol ou quelque chose comme ça. Elle n'avait été ouverte que 4 années consécutives dans notre ville, on n'en a plus jamais entendu parler. C'était sa 4e et dernière année d'exploitation. C'était une maison hantée de très haute qualité et étonnamment effrayante, l'une des meilleures que j'ai visitées. Ce n'était pas une attraction guidée, c'était une attraction d'exploration de groupe. En gros, un labyrinthe où la seule façon de sortir était de se frayer un chemin jusqu'au sous-sol, de trouver l'une des clés, puis de trouver la sortie et d'utiliser la clé trouvée pour déverrouiller la porte. C'était une maison hantée très unique, c'est certain. Malheureusement, ce ne fut pas une bonne nuit pour nous, et vous êtes sur le point de comprendre pourquoi. Nous avons commencé dans le salon de la maison. Pour donner le plus de détails possible sur la pièce, il y avait un cercueil géant ouvert en plein milieu de la pièce. Des toiles d'araignée très réalistes recouvraient presque chaque recoin de la pièce. Tous les meubles étaient anciens et poussiéreux et bien sûr, du sang tachait le plancher de bois grinçant. Nous avons tout de suite su que cette maison hantée allait être géniale. La pièce suivante était la salle à manger. C'est là que les choses sont devenues effrayantes. Les pièces suivant la salle à manger étaient toutes très faiblement éclairées par des lanternes artificielles accrochées au mur. À plusieurs reprises, des acteurs ont surgi sur nous dans des costumes horriblement convaincants, comme on s'y attendait, et pourtant ils me faisaient sursauter à chaque fois. En fait, nous avons passé beaucoup de temps à tourner en rond pour trouver le sous-sol. Ce n'était pas une vraie maison grande ouverte. Elle était conçue comme un labyrinthe avec de nombreuses pièces et de fausses portes. Il nous a fallu beaucoup de temps pour enfin trouver la porte du sous-sol et je dois admettre que j'étais nerveux à l'idée d'y descendre. Il faisait complètement nuit noire là-bas. Nous avons commencé à penser que c'était peut-être une zone réservée aux employés où ils gardaient les accessoires. Il faisait juste trop sombre pour voir. Il était répété maintes fois qu'aucun téléphone portable n'était autorisé dans l'attraction, nous ne pouvions donc pas utiliser les écrans de téléphone comme lumière. Si nous voulions sortir de là, nous n'avions pas d'autre choix que d'y descendre. Chaque pas créait un grincement plus douloureux aux oreilles que des ongles griffant un tableau noir. Nous rions tous, nous racontant à quel point nous étions flippés. J'avais mes mains tendues devant moi, comme si je cherchais quoi que ce soit dans l'obscurité totale. J'ai horqué quelqu'un et je me suis excusé. « Qui était-ce » ai-je demandé, m'attendant à ce que ce soit l'un de mes amis. Pas de réponse. Celui que je venais de bousculer a posé sa main sur mon épaule et j'ai détalé en courant et en hurlant, tout en riant en même temps. Il y avait quelque chose de si troublant à être dans ce vaste sous-sol plongé dans le noir absolu, sachant que quelqu'un était là avec nous. L'un de mes amis a heureusement trouvé une clé sur un bureau dans le coin de la pièce. Nous avons tous couru à l'étage, de retour à la lumière, et avons trouvé la porte de sortie. L'expérience réelle et le processus pour traverser ce labyrinthe de maisons hantées ont été bien plus longs que ce que mon histoire ne le laisse entendre. Mais ce n'est pas là que les choses sont devenues horribles. Juste à l'extérieur de la porte de sortie se trouvait une petite poubelle avec un panneau qui disait « Déposez les clés ici, s'il vous plaît ». C'est ainsi que le personnel ramassait les clés et les ramenait au sous-sol.
À mi-chemin des lieux de la maison hantée, la porte de sortie s'est ouverte et une personne très grande, vêtue d'une robe noire et d'un masque de cochon ensanglanté, est sortie et a commencé à nous suivre dans notre direction. Il ou elle, bien que ce fût très probablement un homme, donc je le désignerai par il, semblait être un membre du personnel de l'attraction. À mesure que nous nous éloignions de l'attraction, le gars en costume en faisait de même. Il nous a tous semblé qu'il nous suivait. À ce stade, l'un de mes amis a crié « On n'a pas la clé, si c'est ce que vous voulez. On l'a laissée dans la petite poubelle. » Mais cela n'a pas suffi. Pour plaisanter, nous avons commencé à courir juste pour voir s'il ferait de même, et il l'a fait. Nous nous sommes arrêtés, et lui aussi. Nous sommes restés immobiles, et lui aussi. Au début, c'était drôle, c'était peut-être juste une blague. Mais à mesure que nous nous rapprochions de la maison de mon ami Eddie, nous avons commencé à nous demander si nous devions révéler où il habitait à ce type. Il nous avait suivis pendant au moins 5 pâtés de maison maintenant, alors si c'était une blague, elle était allée bien trop loin. Les parents d'Eddie étaient tous les deux à la maison, alors nous nous sommes sentis en sécurité en entrant. Apparemment, la porte d'entrée d'Eddie était cassée, quoi que cela veuille dire. Nous avons donc dû passer par l'arrière. Nous avons fait un signe de la main moqueur aux crétins qui nous suivaient toujours et avons marché jusqu'à l'arrière-cour d'Eddie, en refermant le portail derrière nous. En essuyant nos pieds sur son paillasson devant la porte arrière, nous avons entendu le portail s'ouvrir. L'homme a surgi de derrière le côté de la maison et a recommencé à marcher vers nous, cette fois beaucoup plus vite. Eddie a ouvert la porte arrière et a appelé son père, lui disant d'aller chercher son arme. Cela a semblé attirer l'attention de l'homme masqué. Il a ralenti, a tourné la tête pour faire face à Eddie. Le père d'Eddie a surgi, fou de rage, et a pointé son pistolet sur le lâche masqué. Il a levé les mains et a crié de ne pas tirer, qu'il n'avait que 27 ans. Le père d'Eddie lui a dit de dégager et de ne jamais revenir, et que la prochaine fois, il n'hésiterait pas à appuyer sur la gâchette. Personnellement, j'aurais souhaité que le père d'Eddie oblige le gars à se mettre à genoux et à retirer son masque, puis qu'il appelle la police. Ce type s'en est tiré trop facilement. Pour tout ce que nous en savions, il aurait pu être armé aussi. Nous avons contacté l'attraction de la maison hantée et ils nous ont informé qu'ils n'avaient aucun employé vêtu d'un masque de cochon.